ECE, 3 lettres qui depuis 90 ans ont contribué au développement de l'industrie de la radio et de l'électricité. Le 5 janvier 2010, l'école organise une photo devant un symbole de son passé, la Tour Eiffel. Mais pour comprendre l'histoire de l'ECE, il faut remonter plus de 100 ans en arrière. À l'aube du XXe siècle, la télégraphie sans fil en est encore à ses premiers balbutiements. Plusieurs savants et inventeurs participent à cette révolution en marche, mais c'est Marconi qui le premier va la développer de manière industrielle et commerciale. Le 28 mars 1899, il réussit la première transmission par voie hertzienne entre Douvres, en Angleterre, et Wimereux, dans le Pas-de-Calais. Dès lors, on ne parle plus d'une curiosité scientifique, mais d'un nouveau et révolutionnaire moyen de télécommunication. Mais ce sont aussi plusieurs événements dramatiques qui vont accélérer le développement de la TSF. Le 14 avril 1912, à 23h40, le paquebot le Titanic, parti de Southampton et en direction de New York, heurte un iceberg. Ce paquebot de la White Star Line dispose d'équipements radio Marconi et utilise donc les services de 2 opérateurs radio loués par le fournisseur de ces équipements qui, en 1912, sont présents sur la plupart des navires. L'opérateur radio réclame de l'aide. Mais il est déjà trop tard lorsqu'il envoie le nouveau message de détresse internationale, le SOS comme défini lors de la conférence de Berlin en 1906. Environ 1500 personnes meurent dans le naufrage. Mais les messages SOS alertent les navires alentours et permettront le sauvetage de plus de 700 vies. Plus que jamais, on comprend l'importance de la TSF. Un nouveau métier s'impose. Il faut former en nombre des opérateurs radio de qualité. En 1919, l'école est créée par M. Lavigne, dans le but de former des opérateurs radio pour la marine marchande et l'armée. Mais c'est un autre homme, Eugène Poirot, ami du fondateur et professeur des premières heures, qui va marquer de son empreinte l'avenir de l'école. Son parcours, en soi, est toute une histoire, puisque c'est quelqu'un qui n'avait pas de certificat d'études, qui est parti de rien du tout. Il était garçon de café. À 15 ans, on pouvait s'engager dans l'armée, c'était la guerre de 14. Et comme ses 2 frères étaient déjà dans les tranchées, il a dit « moi je vais faire comme les frères, je m'engage ». Mais à l'époque, à 15 ans, on n'envoyait pas un garçon de 15 ans dans les tranchées. Donc on l'a envoyé à l'école des Mousses. Et un jour qu'on demande s'il y a des volontaires pour faire du morse, alors qu'il n'avait certainement pas du tout la moindre idée de ce qu'était le morse, il se lance dans cette aventure. Et c'est comme ça qu'Eugène Poirot a démarré sa carrière. Par curiosité intellectuelle, par besoin d'apprendre, et puis d'aller de l'avant vers les choses qu'on ne connaît pas. Et on peut dire que l'école, pratiquement, est née sur ce pari, parce qu'un jour, un adolescent dit « moi du morse, je veux en faire ». En 1926, l'école Lavigne devient école centrale de TSF, rue de la Verrerie d'abord, puis rue de la Lune en 1929. Sous l'impulsion d'Eugène Poirot, de nombreux jeunes sont formés aux techniques de la radiotélégraphie, de l'électricité, du son et de la radiodiffusion. Désormais, la radio a pris une place importante dans les foyers. Le 24 décembre 1921, Radio Tour Eiffel devenait la première émission de radio française destinée au public. Un an plus tard, Radiola, la première station privée française, était créée. Beaucoup de diplômés de l'école trouvent un emploi dans la radio, qui voit la création d'une véritable industrie. D'autres préfèrent, dans un premier temps, parcourir le monde et participer à des raids comme celui de la Croisière jaune de Citroën Centre-Asie. Considérée comme la pépinière des radios françaises, l'école reçoit même le soutien de noms illustres comme Édouard Branly, qui le 14 février 1937 écrit dans le journal interne « On ne peut que féliciter cordialement l'école centrale de TSF de préparer tant de jeunes gens à la profession courageuse et glorieuse de radiotélégraphiste ». 1935, les premières émissions de télévision démarrent en France et dès 37-38, l'école avait un cours de télévision. Donc c'est dire à quel point elle a su accompagner, voire même anticiper sur certaines techniques. Et c'était ça d'ailleurs son talent, hein. C'est de savoir s'adapter et de faire ce qu'il fallait pour évoluer avec la technologie et être toujours au goût du jour, up to date. Ici Londres. Il est
sûrement une des rares personnes à avoir entendu le discours du général de Gaulle le 18 juin. Mon beau-père, par déformation professionnelle, écoutait la radio anglaise. Le hasard a voulu qu'il entende ce dont il se glorifiait d'avoir entendu le discours du général de Gaulle le 18 juin 40. L'occupation allemande met fin à cette période de développement et la censure s'intensifie. Les postes sont confisqués aux Juifs et une ordonnance allemande oblige les établissements techniques situés en zone occupée à supprimer leurs cours de radio. Plusieurs radios et télé collaborent, mais au sein de l'école d'Eugène Poirot, on est déterminé à duper les autorités. Par des astuces pédagogiques, certains professeurs laissaient comprendre, donc des gens du genre Lucien Chrétien ou Jean Quinet, essayaient de faire comprendre aux étudiants par extrapolation que si on fait plutôt telle chose ou telle chose avec ce montage-là, ça peut, le cas échéant, émettre un petit peu, etc. Or là, le rôle de la radio a été primordial pendant cette guerre. Dieu merci, on a eu un matériel qui était solide. S'il n'y avait pas eu des opérateurs, comme mon copain Roger, mon sergent et d'autres, lui il a tiré sa peau, ça va, mais s'il n'y avait pas eu ces gens-là, sur quoi se seraient basés les Alliés, français ou autres, pour mener leurs attaques? L'amicale des anciens élèves de l'école a aussi joué un rôle tout à fait important. Elle a délivré de faux états civils, etc., de façon à ce que des techniciens de valeur ne soient pas obligés de partir en Allemagne pour le STO, de même qu'il y avait eu des filières d'installer pour faire passer un certain nombre de personnes en zone libre. Donc il y a eu énormément d'activités de ce côté-là. Parce qu'on était extrêmement discret à cette époque-là. Il n'était pas question de dire « moi je fais ci, moi je fais ça ». Bon, ceux qui faisaient comme ça, c'était généralement pas vrai. En tout cas, ils prenaient de gros risques. Un radio amateur, qui a été un membre important du REF, le réseau des émetteurs français, les Schleux ont trouvé chez lui du matériel d'émission qui n'avait pas été remis. Il a été fusillé. Donc là, c'était une situation qui était quand même risquée. Pour avoir été le directeur d'une école qui a aidé l'armée française, notamment par l'apport de ses meilleurs opérateurs radio, mais aussi pour avoir couvert des réunions clandestines au sein même de l'établissement, Eugène Poirot recevra la Croix de guerre 1939-1945. L'école a quand même été un foyer très actif en matière de résistance, au niveau de sa direction même, donc en la personne de son directeur qui à cette occasion est devenu le grand ami du colonel Rémy, au niveau de Madame de Gois, donc, qui était la responsable du personnel administratif et qui était probablement l'une des personnes clés dans les relations avec la résistance. Et malheureusement, elle a été dénoncée à la Gestapo, puis déportée. Elle a pu revenir alors que d'autres n'en sont pas revenus. Et puis, il faut aussi mentionner que l'un des tout premiers radios issus de l'école, Bernard Anctil, a agi dans la résistance pour le colonel Rémy. Malheureusement, là aussi, il s'est fait prendre et a été l'une des premières victimes mortes au champ d'honneur. J'ai la satisfaction, si vous voulez, d'avoir fait la guerre, non pas une guerre de combattants, je ne prétends pas à ça, quoique, à mon niveau, ça a aidé les autres à combattre. Mais j'ai fait la guerre d'un technicien qui a rempli son métier au mieux, au bénéfice de la patrie.